Bonsoir mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, bien entendu. Le titre c'est Activité de grandes vacances. Donc c'est un sujet vraiment qui est sur le feu puisque nous sommes en train de nous diriger doucement mais sûrement vers les grandes vacances. C'est dans quelques jours, ça peut être déjà commencé pour certains de nos enfants. Et c'est une période qui dure un bon moment, 1 ou 2 mois. Et autant se préparer un petit peu, autant réfléchir un petit peu à comment occuper nos enfants. Et j'aimerais commencer par comment ne pas occuper nos enfants, comment ne pas occuper notre famille, dans quels endroits ne pas aller, parce que il y a Sourmera Ve'asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut faire avec nos enfants et notre famille et notre mari. Et en revanche, il faut parler des choses dans les qu'il ne vaut mieux pas dans des endroits dans lesquels il ne vaut mieux pas tirer son mari et ses enfants parce que aucun intérêt et si ce n'est des fois ça leur porte malheureusement ça peut leur porter préjudice. Donc de quels endroits je veux parler? Alors d'abord, première chose, quand on a la chance et le mérite de pouvoir vivre en terre d'Israël, aucun intérêt d'aller chercher ailleurs euh, les éclats, comment dire, le bouillonnement de joie et d'activité ne se trouve pas en dehors de la terre d'Israël. Quand on a la chance de pouvoir être en terre d'Israël, on n'a pas besoin de prendre l'avion et de courir après les 1001 pays que nous propose le globe terrestre pour pouvoir passer un bon moment. Parce qu'en terre d'Israël, on est servi, mais vraiment on est servi là. Mon fils me disait que il y a en ce moment un festival de la lumière qui se passe à Jérusalem. Ça fait des jours et des jours qui préparent la chose, et là c'est vraiment en plein dedans. Il y a un monde, mais un monde fou qui vient de tout tout le globe. On entend mais toutes les langues, des Chinois, des Allemands, des Espagnols, tout. Et il paraît que le festival de la lumière a été classé 5e mondial sur 50 festivals, je crois, mondiaux. C'est quand même énorme. Et c'est vraiment très très beau à voir. Et c'est une un millième de tout ce qu'on peut trouver. Un millième, c'est un petit mot, de tout ce qu'on peut trouver en terre d'Israël comme activité. Il y a des choses formidables, il y a des plages séparées, il y a y a des endroits, des paysages à couper le souffle. Les enfants ne demandent pas énormément, ils ne demandent pas à ce qu'on prenne l'avion, ils n'ont pas besoin qu'on prenne l'avion et qu'on les amène dans d'autres pays. Ils se suffisent de peu, ils se suffisent de beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. Et la terre d'Israël est remplie de cadeaux, remplie de merveilles. Et c'est aussi très éducatif par rapport aux enfants de leur montrer que ben, papa et maman, ils ressentent pas le besoin de sortir d'Israël pour passer un bon moment. Regarde, même en Israël, on peut passer des moments formidables. On n'a pas besoin de sortir, d'aller loin. Même en Israël, on va trouver notre tasse de thé, on va trouver ce qui va nous faire du bien. Et il y a vraiment de tout. Il y a le désert avec les chameaux, il y a la mer morte, bien entendu. Je ne vais pas vous faire maintenant, je ne suis pas guide touristique, mais il y a tellement de choses. On n'a pas besoin de partir, on n'a pas besoin de quitter la terre. Et de la même manière qu'on agit avec la terre d'Israël agit avec nous. Si on voit sa valeur, si on sait combien elle est remplie de tout ce qu'on a besoin et on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, si on ne la quitte pas, elle ne nous quitte pas. Elle nous donne en retour, tout au long de l'année, tous ces trésors cachés, toute la merveille qu'elle détient. Elle nous donne tout. Elle nous donne même plus que ce qu'on mérite. Parce que vraiment, le privilège de pouvoir habiter en terre d'Israël est un privilège extraordinaire. Il ne faut pas bafouer ce privilège. Il faut être conscient de ce privilège. Et puis, en plus de ça, ben, les rabbinim, quand on leur demande, au niveau de la loi, au niveau de la halacha, celui qui habite en Israël n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël. Si ce n'est pour un cas d'urgence, si ce n'est pour un cas, nos maîtres nous enseignent qu'il y a trois raisons pour lesquelles on peut quitter la terre. C'est s'il y a la famine, s'il n'y a pas de Torah en terre d'Israël, ou si il n'y a pas de personne avec qui se marier.
Donc c'est pas le cas. Aujourd'hui, ces 3 propriétés sont remplies. Donc quand on est en Israël, au niveau de la loi, on n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël. Et la terre d'Israël nous le rend bien, pour ceux qui le prennent à cœur. Maintenant, autre chose à savoir, ce genre d'endroits dont je vais parler peuvent être présents dans tout le globe de la Terre entière. On n'a pas besoin à tout prix d'aller dans des endroits pour émerveiller ses enfants, pour prendre du plaisir, si ces endroits sont néfastes pour nous au niveau spirituel, au niveau de notre neshama, au niveau de notre âme. On n'a pas à tout prix besoin d'aller partout et n'importe où sans se poser les bonnes questions. Il vaut mieux, à choisir, rester chez soi, sous le masgan, la porte fermée, que d'aller dans certains endroits. Il y a des endroits qu'il faut éviter comme le feu. Par exemple, la plage mixte. Bien entendu, la plage mixte est un interdit de la Torah. C'est un endroit où il y a énormément de manque de pudeur, où il y a une légèreté d'esprit abominable, j'ai envie de dire. Je parle de ce thème dans le livre Et moi dans tout ça que vous pouvez trouver sur Amazon.fr. Je parle du thème de la plage mixte. C'est un texte qui a fait pas mal parler parce que certains apprécient, d'autres ne comprennent pas vraiment le texte, mais si ça vous tient à cœur de savoir le problème de la plage mixte, alors j'en parle dans ce livre sous le couvert de l'humour, et moi dans tout ça sur Amazon.fr, en vente à un prix symbolique et livrable partout dans le monde. Je parle un peu de la gravité de la plage mixte. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, une femme ne rend pas service à son mari ni à ses enfants quand elle les tire sur une plage mixte. Parce que la plage mixte, si vous voulez, aujourd'hui, même si les gens se sont habitués et on voit ça comme une normalité, c'est quand même quelque chose de... De la même manière qu'on ne ferait pas venir une amie en petite tenue dans sa maison, moi pour l'héberger, et qu'elle va dans... Donc, de la même façon que je n'apprécierais pas qu'une femme rentre sous mon toit devant les yeux de mon mari et ne soit pas vêtue de façon normative, de la même manière, je ne dois pas tirer mon mari sur la plage mixte parce que, ou mon fiancé, ou mon frère, ou des hommes, ni moi, ni la femme n'a pas le droit d'aller sur la plage mixte. Les enfants, encore moins, c'est vraiment pas éducatif de les amener dans ces endroits parce que le mari, l'homme, il a des yeux, d'accord? Et quand il voit des femmes qui sont pas vêtues comme il faut, ça lui reste dans la tête. Et après, il pense à ces femmes. C'est pas de sa faute, c'est comme ça. Tous les hommes de la terre sont faits de la même façon que quand ils voient une femme qui n'est pas vêtue, quand ils voient les parties du corps d'une femme, ça les marque fortement. Et après, ils y repensent. Donc, toute femme censée saura se rendre ce grand service de ne pas tirer son mari sur une plage mixte ou dans une piscine mixte, c'est la même chose. Aujourd'hui, on croit que c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est normatif. Un maillot de bain, c'est un maillot de bain, c'est normal. Il faut s'ouvrir, enfin c'est ce que j'entends. Il faut s'ouvrir, un maillot de bain, c'est normal. Tout le monde est en maillot de bain, c'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de très grave. Et tout, c'est très grave. C'est comme des sous-vêtements, c'est pour un homme, il n'y a pas de différence entre un maillot de bain et des sous-vêtements. C'est vraiment une situation impudique. Donc, ne pas tirer les hommes dans ces endroits, ne pas amener ses enfants, c'est pas du tout éducatif. Déjà, dès 2 ans, 3 ans, ils arrivent à percevoir le manque de pudeur, la nudité des autres, et c'est très très gênant pour les enfants. C'est très anti-éducatif de les amener dans ces endroits, même si on a absolument envie de bronzer, on a absolument envie d'être en compagnie de ses amis qui sont à la plage mixte, on a très envie d'aller à l'eau et on a fait tout un chemin pour aller à la plage et on n'a pas la plage toute l'année parce qu'on habite dans une ville où il n'y a pas la plage, eh bien il vaut mieux se retenir, il faut se retenir d'y aller. Il faut se retenir d'y aller, on peut se retenir d'y aller, il n'y a aucune raison de se diriger vers ce genre d'endroit. Il n'y a aucune raison valable pour se diriger dans ce genre d'endroit. Tu vas absolument aller sur la plage, eh bien, vas-y le soir quand il n'y a plus personne.
vas-y, sans ton mari, sans tes enfants le soir, peut-être quand il n'y a plus personne, à la limite, mais il y a des plages séparées en Israël. Je sais qu'il y en a une à Tel Aviv, très très belle, très très magnifique. Et un jour sur deux, un jour c'est femmes, un jour c'est hommes, un jour c'est femmes, un jour c'est hommes. Et il doit y en avoir partout, 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 très certainement des plages désertes, encore qu'il faut faire très attention parce que même les plages désertes ne sont pas toujours si désertes qu'on le croit. Moi, un jour, on a essayé, on a cherché pendant super longtemps avec mon mari un endroit désert jusqu'à qu'on a trouvé, on s'est assis, et tout d'un coup, des extraterrestres qui sont sortis de la mer. Donc, il faut se méfier de tout endroit et il faut vraiment réfléchir à l'avance où est-ce qu'on va. Et croyez-moi, c'est pas si terrible. C'est pas si terrible de rester chez soi. Même si, mais tout le monde sort et tout le monde va à la plage et tout le monde a mis les photos de la plage, tous, ils sont tous en groupe, ils mangent des frites sur la plage et tout ça, sur Facebook, moi aussi j'ai envie de sortir, moi aussi j'ai besoin de prendre l'air, moi aussi, etc. On peut se retenir d'aller dans ces endroits et on doit se retenir d'aller dans ces endroits. Ces endroits ont été faits pour qu'on se retienne d'y aller, pour qu'on se travaille à ne pas y aller. C'est l'exercice que le Créateur nous envoie. Est-ce que tu vas aller dans ces endroits qui sont vraiment Sodome et Gomorrhe ou est-ce que tu vas te retenir malgré la frustration qui passe très vite, je vous assure, c'est une frustration très 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 éphémère, malgré la difficulté, malgré le fait que je vais peut-être vexer des gens, je vais peut-être décevoir des gens. Ah, mais on est venu pour aller à la plage, mais qu'est-ce qu'on va faire si on va pas à la plage et tout ça. Et déjà, ils s'énervent, les gens. C'est bon, calme-toi, pourquoi tu es nerveux? Parce que je ne vais pas à la plage mixte, il faut pas se mettre dans ces états. Les gens vont surmonter, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, ils vont surmonter le fait qu'on ne les accompagne pas à la plage mixte. Et voilà, si votre mari désire tout à fait y aller, expliquez-lui avec respect, avec amour, combien cet endroit est problématique pour vos enfants et pour les yeux de votre mari. Et même si votre mari sur le moment n'accepte pas forcément la chose, ne désespérez pas, ne perdez pas espoir, ne soyez pas paniqués. Le fait qu'il vous entende, déjà, ça va faire un travail chez lui. D'accord? Le fait qu'il voit que vous ne l'accompagnez pas dans cet endroit, ça va faire un travail dans sa tête. Et revenez à la charge, parlez-en lui encore avec amour et respect, bien entendu. Et petit à petit, ça va rentrer. C'est des choses qui, petit à petit, font une révolution chez les autres quand ils l'entendent. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours habitué à entendre ce genre de discours. Et priez, n'hésitez pas à prier pour que votre mari, de lui-même, comprenne que la plage n'est pas un endroit approprié ni pour lui, ni pour ses enfants, ni pour qui que ce soit d'ailleurs, du peuple juif. Donc voilà, les endroits à éviter, par exemple, moi je me souviens, j'avais raconté une fois l'histoire que je voulais à tout prix, j'avais vu la pub d'un cirque incroyable à Jérusalem qui était là de passage pour quelques temps, très peu de temps, donc j'avais absolument envie d'y aller avec mon mari et nos enfants tout petits. Et j'avais parlé à mon mari, j'avais essayé de le convaincre, je veux aller au cirque et tout ça. Bon, d'accord. Et on y va, on réussit à sortir et tout. Et puis on arrive sur place. Et déception, grande déception, on ne peut pas rentrer parce qu'il n'y avait plus de place. Et que uniquement les gens qui s'étaient déjà inscrits pouvaient rentrer. Et là, j'étais déçue. Et puis, j'ai dit à mon mari, non, c'est pas possible, il faut qu'on parle à la caissière, il faut qu'on la convainc, et viens, on lui reparle et tout. Et puis on recommence, on revient à la charge et on la convainc et tout. Et au bout d'un moment, elle dit, bon, c'est bon, j'ai vu qu'il me restait des places, allez-y. Et puis, maximum, si vous prenez la place de quelqu'un, vous vous lèverez pendant le spectacle. Et j'arrive, on paye, j'étais contente, le cirque et tout, j'ai montré à mes enfants le cirque, j'ai tellement été au cirque quand j'étais jeune, et tellement j'aimais ça quand j'étais petite et tout ça, le clown, le cheval, le machin. Et on arrive, il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas d'ours, il n'y avait pas de, bon, d'ours d'accord, mais il n'y avait pas d'animaux, ni de lapins, ni quoi que ce soit, à peine un clown, mais il y avait surtout, malheureusement, des équilibristes féminines, très peu habillées, très peu vêtues et qui grimpaient sur des échelles, et donc on avait une vue vraiment terrible, un panorama vraiment pas approprié pour mon mari, pour mes enfants. Et là je regardais ça et je me disais, mais c'est quand que ça finit? Je crois pas que j'ai ramené mon mari, j'ai tiré mon mari et mes enfants ici, je n'en reviens pas, mais je demandais à mon mari, mais il n'y a pas les chevaux, il n'y a pas les animaux là? Ah ben non, apparemment. Et mon mari m'a dit, écoute,
laisse tomber, c'est pas pour, on va pas rester là, les enfants, on l'a vu sur une femme en bikini, mon Dieu, on va pas rester là, c'est pas éducatif, c'est pas bien, on était d'accord, on s'est mis d'accord, on s'est levé d'un pas commun, et on est parti, on est sorti du cirque. Et là, ce jour-là, j'ai compris déjà qu'il ne fallait pas trop forcer le destin, déjà. Dans certains sujets, peut-être sur certaines choses, non, mais sur ça, en tout cas, ce genre de sortie, ce genre de truc, ne pas me décevoir, comprendre que c'est vraiment la main d'Hachem qui est en train de nous sauver d'une catastrophe, qui est en train de nous sauver de quelque chose de vraiment pas voulu, de pas prendre des choses trop à cœur, genre oh là là, on n'a pas pu aller au cirque, oh là là, il y avait plus de place, oh là là, on n'a pas pu voyager, oh là là. Hachem, il est en train de me sauver minutieusement de quelque chose qui est vraiment pas terrible pour moi et mes enfants. Donc déjà, je me suis beaucoup renforcée en Emouna ce jour-là. Ne pas me frustrer, m'énerver comme ça, comme une petite fille de 10 ans qui fait sa crise, qui veut à tout prix faire ce qu'elle veut et arriver là où elle veut. Comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là et qui nous protège et qui veut nous aider à ne pas nous abîmer, ne pas abîmer nos âmes et ne pas abîmer les âmes de nos enfants en s'exposant à des choses comme ça. Déjà, d'un. De deux, j'ai personnellement beaucoup moins, grâce à cette histoire, je prends beaucoup moins l'initiative d'organiser des sorties. Beaucoup moins. Parce que je comprends que là aussi, il y a la main d'Hachem. Quand je dis à mon mari, viens, on va dans ce cirque, viens, on va dans ce truc, et qu'il me dit, écoute, c'est pas trop le moment, je peux pas tel jour, je peux pas le faire, c'est trop, c'est de machin et tout. Comprendre que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour nous d'aller dans cet endroit. Quand mon mari s'oppose, quand mon mari n'est pas d'accord du premier coup, j'évite de revenir à la charge, j'évite d'être frustrée. Je me dis qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus éducatif pour nous. Donc déjà, ça m'a beaucoup enseigné cette histoire-là, cette sortie du cirque. Ça m'a aussi appris à ne pas aller dans des endroits sans vérifier vraiment de quoi il s'agit. Parce que, par exemple, je sais pas, j'ai déjà amené mes enfants dans des bibliothèques municipales et tous les livres pour enfants étaient vraiment, encore une fois, avec un très mauvais message, pas éducatif. C'est important de lire des livres aux enfants qui sont des livres avec un message de Torah, avec un message de valeurs profondes par rapport à ce que nous sommes en tant que peuple juif. C'est pas juste les valeurs profondes universelles, mais les valeurs profondes de la Torah, les valeurs profondes qui nous distinguent, nous, le peuple juif. Nous avons nos valeurs à nous, nous avons notre message à nous, nous avons notre mode d'emploi à nous. Donc, le plus grand service qu'on peut rendre à nos enfants, c'est de leur faire lire des livres, d'amener dans notre maison des livres avec un bon message de Torah, avec un bon éducatif, pas impudique, parce qu'il y a des livres pour enfants qui sont pas pudiques. Il y a des livres pour enfants où la petite sirène ou ce genre de truc, où les petites filles sont vraiment vêtues de façon pas pudique, d'une manière dont une fille juive n'a pas le droit de s'habiller de cette façon. Donc si je mets en permanence sous les yeux de mes enfants des livres impudiques, je ne dois pas m'étonner par la suite qu'ils aient envie de s'habiller impudiquement, de façon impudique. L'éducation à la pudeur de nos filles commence dans l'enfance et commence par la littérature qu'on va faire entrer sous notre toit. C'est évident. Si on leur montre des films, même pour enfants entre guillemets, je peux pas imaginer qu'on puisse appeler ça pour enfants, mais enfin, ça s'appelle des films pour enfants, des dessins animés pour enfants, des livres pour enfants, mais dont le message, on va pas t'écrire que le titre c'est La fille impudique. L'histoire, le fabuleux destin de la fille impudique. La fille qui n'aimait pas la pudeur, la fille qui n'aimait pas se vêtir comme il faut. Non, c'est un titre aucun rapport. Et il se trouve que toutes les petites filles ont les t-shirts aux épaules, ont les t-shirts au-dessus des coudes, ont les jupes au-dessus des genoux, si c'est pas pire. Donc, faut faire très attention. Même dernièrement, voilà, on a acheté des coloriages pour les grandes vacances. Et je me rends compte que les coloriages que j'ai pris pour ma fille, ben, ils sont, tout d'un coup, il y a des petites filles qui sont pas pudiques et tout ça. Donc, ou je ne garde pas le coloriage, ou alors je dessine dessus. Je fais avec un feutre noir, j'efface ce qu'il faut effacer.
je rhabille les petites filles qui ne sont pas habillées, et voilà, parce que l'éducation à la pudeur, que Dieu nous aide, parce que si Dieu ne nous aide pas de toute façon, on ne peut pas y arriver sans l'aide d'Hachem. Mais en plus de l'aide d'Hachem, il faut faire ça ishtadout, il faut faire tout ce qu'on peut faire pour ne pas mettre sous les yeux de nos filles des choses impudiques. Des poupées impudiques, des Barbies et tout ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Les Barbies, bien entendu, qu'il ne faut pas les faire rentrer sous le toit, les poupées qui sont pas pudiques et tout ça. Ni pour les filles, ni pour les garçons, c'est bon. Donc ça, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Des autres endroits. Donc voilà, même un tour à la bibliothèque, ça peut être dangereux pour les enfants. Donc il faut que ça soit une bibliothèque où il y a des livres avec un message toranique, et en Israël il y en a beaucoup, Baruch Hashem. Et même une fois là-bas, faire attention, voir, parce que des fois il y a des livres, je vous ai dit, des livres un petit peu trop violents, avec un lion qui se dispute avec un renard, et les dessins sont un peu effrayants. Il faut faire attention aussi à ces choses-là. Ça peut arriver dans n'importe quelle bibliothèque, religieuse comme pas religieuse, mais voilà, il faut faire attention à quoi nos enfants sont exposés, parce que leur neshama, elle est très, très à fleur de peau. Ils n'ont pas de décor sur la neshama. La neshama, elle prend tout, elle éponge tout. Donc il faut faire attention à la littérature qu'on a entre les mains, qu'on fait rentrer dans notre maison, et les endroits dans lesquels on va, que ce soit pendant les vacances ou autre. Alors, par exemple, dernièrement, j'avais prévu d'aller dans un très grand centre commercial, chez Ikea en l'occurrence, où c'est très, voilà, le marketing, les meubles, les trucs, il fallait absolument que j'aille acheter un truc avant Pessah. Et je voulais y aller avec mes enfants. Je me suis dit, je vais aller avec mes enfants. Comme ça va leur faire une sortie. Comme ça va leur faire un moment de qualité avec maman. Et en même temps, ils auront le sentiment que Pessah, la préparation à Pessah, c'est aussi du kiff et tout ça. Et avant de sortir, donc je m'étais fait mon argumentaire intérieur. Et avant de sortir avec les enfants, je me suis dit, tu sais quoi ? Pose la question au Rav. On sait jamais. Pose la question au Rav. Est-ce que c'est bien d'amener des enfants chez Ikea? Est-ce que c'est éducatif? Et donc j'ai posé la question au Rav, que Dieu le bénisse. Il m'a répondu qu'il faut éviter d'amener les enfants dans des endroits où il n'y a pas de message éducatif, où il n'y a pas un but éducatif. Un but éducatif. Et je me suis souvenu que ce Rav, que Dieu le bénisse, a perdu son fils et sa fille dans un attentat, et 3 de ses petits-enfants, me semble-t-il, 2 ou 3, je ne sais plus le chiffre exact. Et la photo qu'on avait mise de l'un de ses petits-enfants, c'était, dans le journal, me semble-t-il, c'était son petit-enfant et lui, le Rav, donc son grand-père, ensemble dans le Machon Amikdash. C'est le musée du Beth Amikdash au centre-ville. Et donc ce même Rav qui m'a répondu n'allez pas chez Ikea avec vos enfants, je me suis souvenu que lui, il était avec son petit-fils, que Dieu venge leur sang, il était avec son petit-fils au musée du Beth Amikdash. Ça, c'est des endroits où il y a un sens. Ça, c'est des endroits où il y a un message éducatif, où tu amènes ton enfant là-bas, et il se dit d'abord, si papa et maman font l'effort de nous amener dans ces endroits, c'est que ces endroits sont chers à leurs yeux, c'est que ces endroits ont une importance à leurs yeux. Si papa et maman nous amènent à la plage mixte, c'est que la plage mixte, la légèreté d'esprit sont tout à fait bien pour papa et maman, c'est des choses de valeur par rapport au regard de papa et maman. Et donc, si tu les amènes au musée du temple, au musée du Beth Amikdash, eh ben, ils auront le sentiment que ça, c'est important pour papa et maman. Donc, si ça, c'est important pour papa et maman, apparemment, c'est ce qu'il y a de plus important, de reconstruire le Beth Amikdash. Apparemment, c'est ce qu'il y a de plus important, d'aller dans un endroit où, je sais pas moi, on fait rentrer un Sefer Torah à la synagogue, les amener dans des endroits... C'est pas toujours des choses qu'on peut prévoir, mais peut-être on se trouve dans la rue, il y a de la musique et on se rend compte que c'est une Achnasat Sefer Torah. Et là, et surtout en Israël, c'est tellement Baruch Hashem, on est tellement en sécurité, on est tellement sur notre terre. Et donc les Sefer Torah qu'on fait rentrer dans les synagogues, c'est une fête, c'est un mariage. C'est des mariages qu'ils font ici dans la rue, et tout le monde peut venir, tout le monde peut écouter la musique et suivre le Sefer Torah. C'est un événement extraordinaire en Israël. Contrairement au reste du monde, parce que dernièrement j'ai vu une vidéo d'un Sefer Torah qu'on faisait rentrer dans une synagogue en Amérique, malheureusement, et on voit la joie des gens autour du Sefer Torah, et tout d'un coup la police s'est mise à
comment dire, interpeller un des juifs et a commencé à lui mettre les menottes, et il y a eu une grosse dispute et tout, et là je me suis dit waouh, 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 c'est tellement différent de ce qui se passe en terre d'Israël. On peut aller avec notre Sefer Torah, fiers de nous, sûrs de nous dans la rue, amener le Sefer Torah à la synagogue, et Dieu nous protège, Baruch Hashem, on est en sécurité. Donc, et c'est surtout la joie il n'y a pas la crainte, tu vois, il n'y a plus cette crainte de se faire arrêter, ou de se faire mal regarder, ou de se faire cracher au visage, et de se faire traiter de sale juif. Il n'y a plus cette crainte ici, tu es entier avec Baruch Hashem, tes racines, ton héritage, etc. Donc c'est le pays de la liberté du juif. Et voilà, avec les enfants, aller dans des Achnasot Sefer Torah, aller dans des parcs où on sait que c'est des quartiers religieux et qu'il y a de la pudeur, que les petites filles sont pudiques et tout ça. Aller dans des endroits où il n'y aura pas de mauvaise surprise. Voilà, réfléchir à l'avance, est-ce qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il faut faire attention aussi, par exemple, de ne pas aller dans des endroits qui sont tenus par des juifs et qui sont ouverts le Shabbat, que Dieu préserve. Si les endroits sont... Moi, je sais qu'à une période où je ne savais pas, je ne sais pas si c'est... La halakha, en tout cas, c'est important de boycotter. Voilà, j'avais posé la question au Rav. Est-ce qu'on peut aller dans un endroit qui est ouvert le Shabbat, un bowling ou je sais pas moi, un musée qui est ouvert le Shabbat? Il m'a répondu, c'est important de boycotter tous les endroits qui sont tenus par des juifs et ouverts le Shabbat. C'est important de boycotter. Donc avant de savoir ça, moi je me souviens, on allait dans pas mal de musées, j'amenais les enfants dans pas mal de musées, surtout qu'il y a énormément de musées en Israël, énormément qui sont fermés le Shabbat, dont on peut profiter, mais voilà, il y avait quelques musées où j'avais posé la question, est-ce que c'est ouvert Shabbat ou pas? Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à poser la question, je me suis forcé la main parce que sur le moment, j'y pensais pas. On sort avec les enfants. Venez les enfants, on va au musée et tout. Et j'arrive, on est prêts. Les enfants, ils sont excités. Yes, le musée, le musée, le musée. Et là, tout d'un coup, la phrase du Rav qui me revient en tête. Ah, peut-être c'est ouvert le Shabbat. Et dans ces cas-là, il faut boycotter. Donc, je pose la question. Bien entendu, certains musées sont ouverts le Shabbat. Donc, là, j'ai dû expliquer à mes enfants et leur dire mes chéris, mes amours, regardez, c'est ouvert le Shabbat. Je ne savais pas du tout. Avec papa, on ne savait pas que c'était ouvert le Shabbat. On a demandé, c'est ouvert le Shabbat. Il y a une petite déception, mais il y a surtout, Baruch Hashem, une prise de conscience que c'est important de demander si c'est ouvert ou pas le Shabbat. On ne peut pas aller n'importe où. Et j'avais entendu un Rav qui avait dit, il n'y a pas de plus grande éducation pour les enfants que de voir leurs parents faire des chéelatraves, rebrousser chemin dans ce qu'ils allaient faire parce que ça va pas d'après la halakha. Tu vois, tu pourrais te dire, les pauvres, non, ça va les décevoir, ça va trop les décevoir, pour ne pas les décevoir et ne pas les traumatiser, on va quand même y aller sans poser la question. Mais non, le plus éducatif, c'est plus encore que d'aller... Moi, je suis sûre que Dieu a créé cette situation, je me suis trouvée dans cette situation plus d'une fois, pas qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont ouverts le Shabbat en Israël, mais sur moi, c'est tombé que je suis allée pile dans les endroits qui étaient ouverts le Shabbat. Donc, je suis sûre que le Créateur a fait ça pour me permettre de donner une leçon à mes enfants. Regardez mes enfants, on ne peut pas être spontané sans jamais poser la question, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Un juif, il doit toujours vérifier, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Que Dieu nous donne la force de le faire. On doit toujours vérifier, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis d'après la halakha, la loi. Est-ce que la loi le permet, est-ce que la loi ne le permet pas? Il n'y a pas de plus grande éducation pour les enfants que de voir les parents faire ce birour, faire cette recherche de la vérité. Attends mon chéri, 2 minutes, je pose la question au Rav. Mais maman, mais c'est ouvert, non, dépêche-toi vite, ça va fermer, tout ça. Attends mon amour, je pose la question au Rav, on attend la réponse du Rav. Alors bien sûr, l'enfant, il est dans son ébullition, il veut rentrer et tout ça, mais quelque part, il est spectateur aussi de voir qu'est-ce que le Rav va répondre. Waouh, maman, elle était en train de rentrer spontanément, attends, elle s'est retirée, elle est venue en arrière, elle s'est assise. Si c'est ouvert Shabbat et qu'elle rentre pas, ça veut dire qu'elle n'a qu'une parole, ça veut dire qu'elle va d'après la loi de la Torah. Et ça, il n'y a rien de plus grand, de plus puissant pour donner la force à nos enfants. D'être des bons juifs, de pas être
trop tenté par le Yetzer Hara de « Ah, mais non, mais j'avais trop envie de manger ça. Ah, mais non, mais j'avais trop envie d'y aller. Peu importe, halakha, pas halakha. » Ça, c'est vraiment la halakha avant tout. La loi avant tout. C'est la loi qui gère notre vie. C'est la loi qui gère notre vie. Si ça va pas d'après ce que le Rav permet, si ça va pas d'après la Torah, on n'y va pas. On n'est pas de la partie. On rebrousse chemin et on rentre chez nous s'il faut rentrer chez nous. Et il va y avoir la déception, il va y avoir la frustration, mais il va y avoir surtout, ce message éducatif de c'est la halakha qui gère notre vie. Et il n'y a pas de juif mieux placé au monde, plus chanceux au monde, que celui qui va d'après la halakha. Parce que si on croit qu'on est chanceux parce que on peut aller dans tous les musées parce que c'est pas important pour nous la loi, qu'on peut aller n'importe où, qu'on sort d'Israël sans se poser de questions, parce que j'ai envie, parce que j'ai vu une pub qui m'a trop tenté, parce que cette croisière de fou, parce que cet hôtel de fou, en plus ça coûte pas cher, mais regarde comment ça coûte pas cher. Le Yetzer Hara, il est super, il sponsorise les voyages pas chers. Il va te baisser le prix au maximum quand faut pas y aller. Quand faut pas y aller. Ah, mais c'est de la folie, comment c'est un truc de fou, un voyage, et l'hôtel, et le billet, et truc, 1000 shekels. Ah, c'est rien du tout, c'est un truc de fou. Et en Israël, imagine, tu peux pas du tout arriver à des vacances comme ça, alors que c'est pas vrai du tout, c'est n'importe quoi. En Israël, il y a pour tous les prix. On n'est pas, si tu vas dans des hôtels de luxe, il faut payer le prix de luxe, c'est normal. Ne compare pas une croisière en Turquie et l'hôtel le palace de Jérusalem. C'est normal qu'il y a des différences de prix. Mais il y a aussi des endroits peu chers. Il y a aussi des endroits qui sont pas chers du tout en Israël. Et les enfants ne demandent pas le luxe. Les enfants n'ont pas besoin de luxe et de choses extrêmement chères. Au contraire. Quand on arrive à se débrouiller avec peu, c'est là où il y a un message éducatif, à mon avis, à mon sens. On a le droit d'aller à l'hôtel si on peut se le permettre, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc les endroits, savoir où on va, savoir vers quoi on se dirige, regarder à l'avance si on peut, tant que possible. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants? Voilà, j'ai parlé de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'il faut éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, la vie de la rabbinite d'In Arab, c'est que les enfants ont besoin de sortir et de s'aérer. Donc, il faut prendre en considération leurs besoins de sortir et de s'aérer, d'aller au parc, d'aller dans la forêt, de courir, je sais pas, chacun par rapport à son habitation, pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Je dis la forêt si vous habitez près d'une forêt, le parc si vous habitez près d'un parc. En tout cas, il y a toujours à portée de main comme ça un petit endroit où on peut aller avec les enfants. C'est bien de s'efforcer de les sortir pour leur permettre de s'aérer. Si vous avez un jardin, si vous avez un joli jardin ou une belle terrasse et tout ça, assez grande et tout ça, à mon sens, les enfants peuvent y trouver leur compte d'aération, de sortie, si vous pouvez mettre une petite, je sais pas moi, une petite piscine pour enfants sécuritaire, dehors, ils peuvent jouer, ils peuvent pêcher dans l'eau, mettre des jouets, mettre leurs mains dedans, jouer. On peut, à mon avis, à mon sens, je ne l'ai pas entendu dans un cours, mais à mon sens, on peut trouver le quota d'aération pour les enfants si on a un jardin ou si on a une terrasse. Si c'est pas le cas, alors c'est bien de faire l'effort d'aller au parc d'à côté, de sortir avec les enfants, même si on est, ce que la rabbinite nous dit, c'est que même si on est enceinte ou si on a du mal à sortir parce qu'on est fatigué, ne pas tomber, elle a dit, dans cette routine de la mémère, de la grand-mère qui a la force de rien faire, et qui veut pas bouger, qui n'a que 30 ans et qui a l'impression d'avoir 120 ans, mais de se bouger pour les sortir et de temps en temps comme ça leur faire prendre l'air et tout ça dans un parc à côté de la maison. Et voilà, de comprendre qu'ils ont un besoin de s'aérer. Maintenant, moi, à mon sens, quand les enfants sont petits, ils n'ont pas besoin de tant de ça, de sortie qu'on ne pense. C'est souvent la maman qui a plus besoin de sortie que l'enfant lui-même. L'enfant très souvent se suffit de ce qu'il y a à la maison, se suffit de dessiner, se suffit de jouer dans le bain, se suffit de mélanger des produits dans la cuisine et de faire une bouillie et de jouer avec. Eux, pour eux, c'est extraordinaire de pouvoir faire des choses comme ça. Pour nous, ça paraît des choses simples. J'ai pas
passer mon temps à jouer avec du papier toilette. Mais un enfant qui joue avec du papier toilette à le déchirer, pour lui, c'est jubilatoire, vraiment. Ça fait partie vraiment de l'exploration extraordinaire et de waouh, je joue avec du papier toilette, waouh, je mélange des choses. Dernièrement, par exemple, ma fille est rentrée à la maison avec un sac d'anniversaire comme ça qu'elle a reçu, avec plein de choses pas très saines pour la santé. Alors je lui ai dit, viens, on le met au frigidaire et on s'en servira bientôt pour faire un gâteau. Et quelques temps plus tard, elle m'a dit, maman, ils sont où mes gâteaux, ils sont où mes bonbons, ils sont où mes trucs. Donc je lui ai sorti le sac. Il y avait des meringues, des gâteaux, des trucs et tout. J'ai tout mis dans un bol. Je lui ai dit, maintenant, écrase tout jusqu'à que ça fasse de la poudre comme ça, que ça fasse comme de la farine. Et après, je vais te donner de l'eau, un œuf, du sucre, du sel, n'importe quoi. Et tu vas mélanger et on va faire avec ça une pâte à gâteau. Et donc, bien sûr, pas que je compte vraiment faire un gâteau avec, mais juste pour le kiff de mélanger des choses, d'écraser, tout ça. Donc, elle a écrasé tous les gâteaux, Dieu merci, elle en a pas mis dans la bouche, heureusement, presque pas. Et donc, après, je lui ai donné un verre d'eau, alors elle a mélangé, et puis elle était contente, elle a tout mélangé. Après, je lui ai donné un œuf à casser, elle a cassé elle-même, même si elle a mis un peu à côté, c'est tombé, je lui ai redonné un autre, j'ai dit, c'est pas grave, c'est son kiff. Et si vous voulez, en fait, quand la maman est patiente, quand la maman a réussi à faire preuve de patience avec son enfant à la maison, à mon sens, ça vaut toutes les sorties de la terre. C'est-à-dire que maintenant, si je l'avais amené au cirque, ça n'aurait pas été aussi formidable pour elle que ce moment où elle a mélangé des ingrédients dans la cuisine et il n'y avait personne pour s'énerver contre elle. Mais non, attention, ça salit, c'est ça, attends, tac, fais tomber l'œuf par terre. Non, non, non. C'est pour ça que justement, j'ai voulu lui faire son gâteau à elle, que j'ai pas mis au four parce que c'était pas une vraie pâte, mais lui faire mélanger ses ingrédients à elle parce que je sais que quand nous on est là pour faire notre recette et qu'on doit arriver à un résultat de faire un gâteau, faire des crêpes, faire n'importe quoi et que l'enfant veut participer et qu'on lui fait participer, il y a un peu une tension, il y a un petit peu un stress, même si on doit se travailler sur ça, il y a un peu un stress que l'enfant casse un œuf parce qu'on est vraiment dans notre recette, on veut qu'il y ait un résultat et tout. Donc je me suis dit, pour encore moins être dans ce stress de la tension, de l'œuf cassé et tout ça, c'est sa recette à elle. Elle fait ce qu'elle veut. Au final, il n'y a pas des invités qui vont venir et qui vont goûter le gâteau. On va pas passer dans l'émission chef, là, je sais pas quoi. On va pas, c'est pas un concours de gâteaux maintenant. C'est ma fille dans la cuisine euh, qui fait sa propre expérience de mélanger des ingrédients. Et moi qui me travaille sur ma patience de ne surtout pas regarder si elle a fait tomber à droite, à gauche, t'as pas, attends, tu t'es sali les mains, t'as sali par terre, tout ça. J'avais en tête que c'était son moment de kiff et que après, balagan ou pas balagan, j'allais nettoyer. Et donc voilà. Et, et pour moi, avant, si vous voulez, pour moi, ça c'est ce que j'appelle le minimalisme d'activité. Ça veut dire que avant, je croyais qu'il fallait absolument traverser des kilomètres et des kilomètres et dépenser beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème de dépenser de l'argent si on a les moyens et que on veut faire sortir nos enfants et qu'on veut leur faire des sorties. Il n'y a aucun problème de dépenser de l'argent. Hachem, il envoie, il ne faut pas être stressé par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, pour moi, je croyais que c'était obligatoire de faire des kilomètres, de dépenser de l'argent, de faire des choses grandioses, d'organiser un planning de sorties et d'activités très précises pour vraiment profiter de la vie et faire profiter nos enfants de la vie. Et je me suis rendu compte avec les contretemps sur le chemin, sur le truc, ah, il n'y a plus d'essence, on avait prévu de partir, ah, on a mis 2 heures à sortir, et après ça, et finalement on est arrivé dans l'endroit, mais c'était pas bon, et puis après il faisait trop chaud, et je suis rentrée avec un mal de tête de fou. Il y a eu tellement de contretemps dans ce genre de sortie que petit à petit, j'ai minimalisé, j'ai commencé à minimaliser les activités avec mes enfants. Je me suis rendu compte qu'on peut faire beaucoup avec peu, c'est-à-dire qu'on peut les rendre très heureux et épanouis et on peut leur mettre des étoiles dans les yeux avec vraiment peu. Vraiment peu. Il m'est arrivé aussi une fois, c'était avant les grandes vacances, quand ça fait quelques années de ça, je m'étais dit, bon voilà, pour les grandes vacances, c'est bientôt, c'est dans quelques jours, je vais aller dans un genre de super, de grande surface comme ça, où il y a plein de choses en plastique, des accessoires, des pistolets à eau, des machins, plein de trucs en plastique. Je vais faire une razzia, je vais acheter plein de trucs. Et comme ça, chaque jour, j'aurai une activité à leur proposer, chaque jour et tout ça.
Et j'ai acheté des presses oranges pour leur faire presser des oranges. Et j'ai acheté des trucs à machin, des tire-eau, des machins. Bon, toutes sortes d'accessoires que je voyais, que j'imaginais ce que je pouvais leur faire faire avec. Et je suis revenue avec ce grand sac à la maison. Je l'ai caché et tout ça. Et le premier jour des vacances, des grandes vacances, j'ai été leur chercher quelques accessoires. Allez mes amours, maintenant on va faire on va faire du jus d'orange et tout ça. Et au bout de 2 minutes, ils ont fini le jus d'orange. Ils ont fini de faire le jus d'orange. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, allez, la prochaine activité, j'ai été chercher le sac. Allez, maintenant, on va faire une bataille d'eau. Allez, les enfants, allez. En 2 minutes, ils avaient joué avec l'eau et tout ça. Et ça y est, ils voulaient plus et ça les énervait. Ils avaient remarqué que j'avais acheté un sac et ils voulaient absolument tout prendre et tout. Et finalement, tous ces achats, ça a mis plus de tension dans la maison qu'autre chose. Ça a mis plus de pression. J'ai ressenti comme ça. Maintenant, quand mon mari, lui, il achète des trucs, je trouve qu'il y a plus de bracha, par contre. Quand lui, il achète des trucs, je sais pas, il arrive à trouver des trucs que les enfants, ils vont rester longtemps dessus. Donc, je suis pas contre les achats, hein, pas du tout. Mon mari, Bébête, que Dieu le bénisse, il trouve je sais pas, des mats de bécotte, des autocollants, des trucs qui durent longtemps. Et moi, en l'occurrence, j'avais pris que des trucs ça avait mis une pression, et donne-moi, et je veux cette couleur, et tout ça. Et je m'étais dit, Livia, c'est pas en achetant que tu vas résoudre les problèmes d'activité de tes enfants. C'est pas en achetant des choses. C'est pas forcément, il faut pas des trucs très développés, des achats très chers et tout. Voilà. Surtout que la vérité, c'est que depuis que j'ai découvert la force de la tzedaka, je me dis, il vaut mieux des fois donner aux pauvres, BMS, ce qu'ils ont besoin, que d'acheter et d'acheter et d'acheter sans arrêt pour les enfants. C'est pas ça qui va les épanouir. La bracha, ça vient d'Hachem. La bracha, ça vient d'Hachem. Tu peux dépenser 1 tonne. Je parle pas par rapport au conjoint maintenant. Si le conjoint, il veut dépenser, il veut acheter, il veut truc, on va pas commencer à l'éduquer. Tu devrais mettre à la tzedaka, tu devrais... on peut parler de ce qu'on ressent par rapport à la tzedaka, comment on voit les choses par rapport au fait de donner aux pauvres. On peut lui parler de ça sans chercher à l'éduquer. Mais si lui, il a envie d'acheter des trucs et tout ça, il faut voir ça comme une bracha. Il faut voir ça comme une bénédiction que Hachem, il envoie au travers de lui les bons achats à faire pour la famille et pour la maison. Mais moi personnellement, je me dis, j'ai tellement acheté des trucs pour les enfants qui ont fini, des vêtements chers qui se sont tachés au bout d'un jour et que c'était des taches irrécupérables. C'est des trucs que ça fait réfléchir. Tu te dis, quand t'as travaillé dur, c'était à l'époque où je travaillais en plus, t'as travaillé dur et t'as acheté des vêtements chers et qu'ils se salissent aussi rapidement et la tache comme par hasard elle part pas et elle est vraiment devant et tout, ça fait réfléchir. Tu te dis, c'est pas possible, il y a quelque chose, il faut que j'arrête d'acheter des vêtements, il faut que j'arrête d'acheter... Et vraiment, je me dis, plus on baisse dans nos achats pour nous et pour nos enfants, et plus la bénédiction, et qu'on donne aux pauvres, c'est ça le final. C'est pas faire des économies pour faire des économies pour soi, parce que tu retombes encore dans le je garde pour moi. Mais quand tu ouvres la main, quand on ouvre la main, c'est pas facile, hein, je me travaille beaucoup dessus, je me travaille énormément dessus, mais j'ai dans la conscience aujourd'hui que quand j'ouvre ma main à l'indigent, aux pauvres, j'ai plus de bénédictions après dans ma famille, avec les enfants, dans les activités, tout ça, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est moins waouh, c'est moins les sacs, et vas-y, je rentre avec les achats, les enfants, j'ai acheté des trucs, et tout ça, c'est moins dans ça. Et finalement, il y a aussi la bracha, il y a aussi la bénédiction. Mais bon, encore une fois, c'est un travail de tous les jours, et c'est un rappel de tous les jours, etc. Mais voilà, au final, ce qui va vraiment être un élément de l'épanouissement de l'enfant pendant son activité, c'est plus le travail de l'affinement du caractère de la maman. C'est combien je vais être patiente et combien je vais être tolérante au fait que maintenant il a envie de jouer avec une bassine d'eau. D'accord ? Ça me rend pas service parce qu'il y a de l'eau de partout. Mais c'est ce qui le fait kiffer. Donc je peux m'inventer dans ma tête une idée que maintenant, si jamais mon enfant au cinéma, c'est le top. C'est génial, c'est le top du top. Alors qu'en vérité, ce qu'il fait vraiment kiffer, c'est des choses beaucoup plus simples ou qui demandent plus de patience de ma part, c'est-à-dire faire éclabousser de l'eau de partout. C'est ça qui le fait kiffer. Et bien au final, je lui rends plus service quand je respecte son réel épanouissement, je respecte sa réelle volonté de faire, sa réelle volonté d'agir. Au lieu de
de tout le temps chercher à moi décider où on va aller, où on va partir et tout, plus être à l'écoute de ce qui fait vraiment kiffer mon enfant. Et ce qui fait vraiment kiffer l'enfant, je vous assure, c'est des choses simples. C'est des choses simples. Par exemple, moi, il y a un âge où la plupart de mes enfants, c'est vraiment leur kiff à cet âge-là, 1 an et demi, 2 ans, comme ça. C'est que je leur ouvre légèrement le robinet de la cuisine. Je leur mets une chaise devant le robinet. Ils peuvent rester des heures à toucher la vaisselle sale avec un filet d'eau qui coule. Je n'ai pas l'eau à fond, sinon ça pourrait monter vite l'eau. Mais voilà, je mets un filet d'eau comme ça et ils jouent et avec le kéli, et avec les fourchettes, avec les trucs. J'enlève tous les couteaux coupants et voilà. Et je suis à côté. C'est pas que j'ai pas envie de m'efforcer, j'ai pas envie de faire d'efforts. Au contraire, je fais encore un plus grand effort. C'est-à-dire je respecte ce qui fait vraiment plaisir à mon enfant à ce moment-là. Et un enfant, encore une fois, il peut vraiment prendre son pied avec peu. Par exemple, leur acheter de la pâte à modeler. De la pâte à modeler, ils peuvent jouer pendant des heures. Des petits achats comme ça, des petites choses, pas acheter tout d'un coup si possible, acheter une fois de temps en temps comme ça, une fois la pâte à modeler, une fois ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je suis pas experte en activité pour les enfants. Moi, je suis experte en non-activité. Non, je plaisante. Je suis experte, je suis rien du tout. Je tends plus vers du minimalisme par rapport aux enfants parce que je comprends petit à petit que ils peuvent s'émerveiller de peu. Ils peuvent vraiment être heureux de peu. Il suffit que juste que maman soit présente. Maintenant, une chose que je voulais vous dire aussi. Moi, en tant qu'enfant, lorsque j'étais enfant, j'ai un souvenir de grande joie que j'ai ressenti. C'était pendant les grandes vacances. On était avec mes frères et sœurs et on était dans la cuisine avec ma maman, tout simplement. Une cuisine d'un petit appartement dans lequel on était partis en vacances. Un endroit vraiment tout simple, un truc tout simple. Et on était dans cette toute petite cuisine. Ma maman qui faisait la vaisselle, presque on se touchait tellement la cuisine était petite. Et elle nous avait acheté une maquette à faire soi-même. Dans les magazines pour enfants, je sais pas comment elle avait trouvé ça, une grande maquette où tu ouvres le carton comme ça, comme le truc de Monopoly là. Et après tu dois couper dans des feuilles de carton les petits personnages, les arbres, les voitures et tout ça. Et on collait, on coupait, on collait sur la maquette. Et petit à petit, ça faisait une ville en fait. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans, et mes frères et sœurs étaient un peu plus petits. Et c'est pour moi, jusqu'à maintenant, je me souviens de ce bonheur que c'était de construire cette maquette avec maman à côté, qu'on la voit et qu'elle est là et qu'elle est avec nous et elle fait la vaisselle, mais elle est là avec nous. Et puis de temps en temps, elle regarde, oh mais chérie, vous avez avancé, oh c'est beau, oh c'est super, oh c'est génial, oh c'est magnifique. Et puis voilà, à la fin des vacances, on avait pris la maquette, elle était dans le coffre comme ça de la voiture, on la regardait pendant tout le voyage pour rentrer à la maison tellement on était fiers de notre maquette et on regardait si les gens sur la route dans leur voiture regardaient notre maquette tellement on était voilà super fiers et super contents. Donc des choses comme ça qui c'est pas énorme, c'est pas des trucs très très grandioses, mais ça laisse des souvenirs dans la tête formidables. Voilà, que vous dire de plus, se servir prévoir, voilà, la rabbinite Tali Benichai, elle a dit, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un emploi du temps, comme ça, prendre un tableau où on écrit tous les jours des vacances, et j'ai pas réussi à mettre ça en pratique personnellement, mais je trouve que c'est une très bonne idée de voir avec les enfants, de leur dire, regardez mes enfants, tel jour, on est à la maison, tel jour, on va faire une pizza, tel jour, et on écrit sur le tableau comme ça, tel jour on va faire une pizza, tel jour on va lire des livres, tel jour on va faire de la pâte à modeler, tel jour on va sortir au parc, tel jour qu'est-ce que vous voulez faire les enfants, et eux ils disent on aimerait bien faire ça, alors on écrit sur le tableau. À mon avis c'est quand les enfants sont déjà un peu plus grands, à mon avis. Et voilà, cocher chaque jour ce qu'on arrive à faire. Par contre, moi je me suis rendu compte que quand j'avais mon premier enfant, j'avais une tendance comme ça à lui dire tout ce que j'avais envie de faire, enfin toutes mes spontanéités du moment, je lui disais. Et du coup, après, je me retrouvais en impossibilité de le faire. Et du coup, il était très frustré, très énervé, très en colère qu'on n'a pas pu le faire. Donc j'ai appris à me taire. J'ai appris à me taire petit à petit.
C'est-à-dire, un exemple, mon enfant est là, il a 3 ans, 3-4 ans, et tout d'un coup me passe par la tête l'idée que j'ai envie d'aller à la piscine. Ah, j'ai envie d'aller à la piscine. Et c'est à l'époque où j'avais encore des envies spontanées comme ça. Et je lui disais, mon fils, tu veux qu'on aille à la piscine? Yes, 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 yes. Alors toi, tu kiffes, il est content. Yes, 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 yes. Et tout d'un coup, tu te rappelles que mince, j'ai pas d'argent sur moi. Mince, il reste plus d'essence dans la voiture. Ou tu vas pour sortir, ah mince, mon mari a pris la voiture. Et tu te retrouves dans ces trucs bloqués et tu te retrouves obligé d'annoncer à ton enfant que non, on va pas pouvoir aller à la piscine. Et là, des crises, j'ai eu vraiment le droit à des crises, à quelques crises mémorables qui m'ont bien éduqué à me taire, à me taire, à me taire. Comme on dit, il vaut mieux parler peu et faire beaucoup. Mais en l'occurrence, avec les activités des enfants, moi je pense qu'il vaut mieux parler peu et faire ce qu'on peut. Voilà, ah, ça rime en plus. Parler peu et faire ce qu'on peut. Et si on ne peut pas faire des choses qu'on avait envie de faire, des choses très grandioses et tout, il ne faut pas se sentir, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se sentir mauvais parent, il ne faut pas sentir on ne sait pas les occuper et que oh, les pauvres, ils sont encore à la maison, les pauvres. Non, non, ils sont dans leur monde d'enfants et ils kiffent si on arrive à leur faire passer des bons moments aussi. On ne doit pas les laisser jeter à eux-mêmes, en train de s'ennuyer. D'ailleurs, ennuyer, c'est un mot qu'il ne faut pas faire entrer à la maison. Tant que possible, ne jamais utiliser le mot ennuyer. Parce que ça ne fait pas partie de l'univers des enfants. Les enfants ne s'ennuient pas. Si on leur dit, vous ennuyez mes chéris, oh les pauvres, ils s'ennuient, et qu'ils entendent la répétition, ils s'ennuient, là ils vont commencer à se dire, ah on s'ennuie. Alors que sinon, si on leur fait pas prendre conscience, les enfants ne s'ennuient pas. Mais bien sûr, ne pas les laisser vaquer pendant des heures comme ça, à rien faire, parce qu'on dit que quand les enfants ne sont pas occupés, le Yetzer Hara vient et il leur donne des mauvaises idées. Donc quand les enfants sont un peu plus grands et tout ça, il faut les occuper, c'est important, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une occupation. Il ne faut pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes, encore moins avec les smartphones. Alors là, oui, vous connaissez ma philosophie, pas de smartphone dans la maison, pas de smartphone entre les mains des enfants. Que Dieu nous aide à ne pas laisser les smartphones entre les mains des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de smartphones, ça leur rend pas service du tout. Dernièrement, j'ai entendu un cours formidable sur des recherches qu'ils ont fait sur les smartphones et le rapport des enfants aux smartphones. L'addiction, malheureusement, c'est terrible. Hein, c'est l'addiction aux films pornographiques, malheureusement, arrive chez les enfants vers l'âge de 9 ans. 9 ans, ils tombent dans l'addiction par rapport à ces choses-là terribles. Imaginez le mauvais service qu'on leur rend quand les enfants ont un smartphone entre leurs mains. Rien ne légitime de laisser un enfant avec un smartphone entre les mains. Et une autre recherche qu'ils ont fait en Angleterre, ils ont remarqué que quand les mamans allaitaient leurs enfants, au moment où elles regardaient leur smartphone, l'enfant arrêtait d'être nourri, n'était plus allaité, c'est-à-dire il ne profitait plus du lait de maman. Donc ça veut dire que c'est pas que l'enfant s'arrête d'être allaité et qu'il regarde le smartphone et qu'il commence à toucher le téléphone, c'est que il se passe quelque chose dans le cerveau de la mère qui fait qu'elle est tellement sur son truc que le lait ne passe plus apparemment, ou l'enfant n'est pas bien nourri comme il faut, et ils ont fait cette découverte en Angleterre en faisant vraiment une recherche sur pas mal de cas de mamans qui allaitaient, et voilà. Donc ne pas, bien sûr, le smartphone ne doit pas faire partie de l'emploi du temps des grandes vacances. Dafka, ça doit être l'occasion de dire voilà, mon smartphone, je le sors de la maison, ou je le mets pas en journée, je le cache tant que les enfants sont réveillés, pendant les grandes vacances au moins, parce que comme ça, on leur laisse la possibilité de vraiment s'épanouir, et nous, on est là pour eux, on a la tête à les écouter, on a les oreilles pour les écouter, on est disponible. Parce que quand on est sans cesse en train de parler avec des gens, même si c'est des gens proches ou moins proches, on est sans cesse témoin de ce que les gens racontent et tout ça, on a la tête ailleurs, et du coup, même quand on n'est pas sur le smartphone, on a du mal à décrocher. On a du mal à être avec nos enfants. On a l'esprit complètement dispersé. Et quand on a l'esprit dispersé, on n'arrive pas à écouter ces enfants, on n'arrive pas à leur répondre. Et pour moi, souvent, il faut savoir que les grandes sorties, quand on veut les amener dans des endroits waouh, en général, c'est souvent
une compensation au fait que même les choses simples, on n'arrive pas à les faire. J'arrive pas, je sais inconsciemment que je n'arrive pas à être à l'écoute de mon fils. Je sais que je n'arrive pas à être à l'écoute de mes enfants. À plusieurs répétitions, j'ai eu un brisement du cœur de voir que mon enfant veut me parler, que j'arrive pas à l'écouter parce que j'ai pas la patience, parce que je suis complètement aspirée par ce téléphone. Et donc, pour compenser, je vais amener mes enfants dans des trucs grandioses. Je vais leur faire des activités de fou et tout ça. Mais une maman qui arrive à faire l'essentiel, en général, avec cet essentiel qu'elle réalise, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'être là, d'être patiente, de donner vraiment ce qui est bon pour son enfant, s'envole cette volonté de sans cesse les amener dans des trucs grandioses. Tout d'un coup, on sait qu'on fait l'essentiel, donc on n'a pas besoin du grandiose. En plus, ça leur fait pas du bien, donc on n'a pas besoin de ça. Maintenant, si les grands-parents proposent de leur faire des choses sympathiques, de les amener dans des endroits sympathiques, grandioses, etc., il n'y a aucun problème, parce que c'est les grands-parents, parce que c'est une expérience, c'est un moment. Donc il n'y a aucun problème, ils veulent les amener dans des parcs d'attractions, tout ça, c'est super, c'est même super, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à amener nos enfants dans des parcs d'attractions, mais il y a des trucs qui sont trop, comment dire, Euro Disney par exemple, c'est un endroit, c'est l'illusion totale, c'est vraiment l'enfant est dans un autre monde, et puis c'est des choses trop, qui dispersent l'esprit de l'enfant, qui ne sont pas forcément bonnes pour l'enfant. Et voilà, aussi un autre cours très intéressant que j'avais entendu sur les grandes vacances, d'un Rav qui expliquait que quand on envoie nos enfants dans des écoles religieuses, Dieu merci, toute l'année, ils sont éduqués. Si l'école est bonne, en général, ils sont éduqués au chesed, à la bonté, au fait de mettre la tzedaka, au fait de faire du bénévolat, de donner aux gens qui n'ont pas, d'être là pour ceux qui ont besoin. Et c'est formidable. Il a dit, mais ça ne doit pas s'arrêter à l'école. Ça veut dire qu'on ne doit pas complètement remettre sur l'école, sur les épaules de l'école, la charge d'enseigner le chesed à nos enfants, la bonté à nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois l'école terminée, eh bien, c'est bien que nous, parents, nous reprenions le relais d'expliquer à nos enfants combien les gens autour de nous ont besoin de nous. Donc ça veut dire que, par exemple, au lieu de faire, comme ça, le Rav a dit exactement comme ça, le Rav Goodman a dit, au lieu de faire le tour des parcs d'attractions, faites-leur faire le tour des maisons de retraite. Et parlez-leur, expliquez-leur, regardez mes chéris, ce sont des personnes âgées qui sont fatiguées, qui sont malades, ils ont peu de visites dans la journée, et vous savez, quand on va les voir, et vous, que vous êtes des enfants, ça leur fait reprendre vie, ils sont heureux, ça leur donne le sentiment qu'ils vont mieux, et tout d'un coup ils oublient leurs problèmes, et vous savez ce que ça fait quand on va les voir, et vous les encourager, et tout ça, ou alors par exemple faire le tour des hôpitaux, d'aller voir qu'il y a des gens qui sont plus mal que nous, qui sont malades, qui ont besoin de pas dans des endroits dangereux au niveau que Dieu préserve des maladies et tout ça, hein, pas que les enfants soient en danger, d'aller dans des endroits où c'est contagieux, mais d'aller dans des endroits voilà, où on peut voilà, avoir des enfants avec le pied cassé, ça, et puis essayer de les faire rigoler, leur amener des bonbons, leur amener des cadeaux, leur souhaiter refouach les mains. Il a dit ça c'est un parent qui arrive à faire ça, même à petite dose. C'est, encore une fois, la plus grande éducation, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. C'est-à-dire, je rends plus service à mon enfant quand je l'amène dans une maison de retraite que quand je l'amène au musée. Je rends plus service à mon enfant quand je l'amène rendre visite à des gens malades que quand je l'amène au cinéma. Mais alors pourquoi est-ce que nous on tient tellement à amener nos enfants au cinéma? Parce que on se repose sur les activités, on se repose sur ça. Et d'ailleurs la Rabbanit Levanon dit aussi par rapport aux activités extrascolaires que c'est très bien d'amener ses enfants dans des activités extrascolaires, il n'y a aucun problème. Mais si on n'a pas les moyens, ou qu'on n'a pas la capacité physique d'amener ses enfants dans des activités extrascolaires, on ne doit surtout pas culpabiliser. Pourquoi? Elle dit d'abord parce que beaucoup des parents, pas tout le monde, mais beaucoup des parents qui envoient leurs enfants dans des activités extrascolaires, d'accord? En général, c'est parce qu'ils veulent, pas toujours, mais ça arrive que c'est parce qu'ils veulent encore une heure de silence. Ils veulent leur petite heure de silence tranquillou, et les enfants aller dans les activités extrascolaires. C'est pas le cas de tout le monde. Mais
ça veut dire que le parent qui n'envoie pas aujourd'hui, c'est devenu, elle dit comme ça la rabbinite Levanon, c'est devenu tellement une norme sociétaire d'envoyer nos enfants dans des activités extrascolaires que les parents qui ne peuvent pas le faire, culpabilisent énormément, alors qu'en vérité, il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas forcément mieux pour l'enfant d'aller dans une activité extrascolaire que de rentrer à la maison et de faire ses devoirs avec les petits frères et sœurs et d'aider maman à ranger, de manger, de faire le bain. C'est pas, l'enfant ne va pas avoir de lacunes parce qu'il n'a pas été dans une activité extrascolaire à tout prix. Donc, ne surtout pas culpabiliser avec ça. Si vous avez l'occasion de les y accompagner, d'être avec eux, de voir, de passer un bon moment avec eux, c'est merveilleux. Surtout qu'il y a un âge, Bémet, il y a un âge. Moi, je me souviens, je sais pas vers quel âge, 12, 13 ans, je crois, je prenais un plaisir fou à aller à mon activité de théâtre et à mon activité de danse de hip-hop et tout ça. C'était vraiment le moment formidable de la semaine. Et une fois en vacances, on avait fait aussi un genre d'activité comme ça, de poterie, mais c'était le paradis. C'était le paradis, je me souviens. Donc je sais qu'il y a un âge comme ça où l'enfant est vraiment, il profite de la chose et vraiment, il y a aucun, c'est bien, si on peut les envoyer, c'est super. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Si l'enfant n'a rien demandé, n'a pas demandé à aller dans des activités, c'est pas la fin du monde si on les amène pas dans ces activités. Et c'est même plus logique dans le chemin des choses que de rentrer de l'école, d'aller à la maison et enfin de vivre la vie familiale, d'être là avec maman, de manger, de prendre sa douche, etc. Ça fait partie de l'éducation de la maison. C'est important aussi. Ça peut pas être toujours l'extérieur qui va enseigner à nos enfants tout et tout. Donc voilà, chacun avec son compte. Mais nos culpabilités. Pareil pour les grandes sorties, les trucs de fou et tout. On n'a pas été au festival, on n'a pas été au machin, et voilà, ça finit, on voulait y aller, on n'a pas été, tout ça. Nos culpabilités, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Voilà, mes très chères dames, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question des activités à faire. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, aussi, voilà, juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup sur YouTube, tout ça, il y a beaucoup de vidéos de faire à faire soi-même, des choses à faire soi-même et tout. Et après, les mamans, elles regardent, elles voient des trucs, des recettes, comment des coiffures pour les petites filles, des machins, les habits, comment coudre, comment faire et tout. Et après, il y a une rassera, comme ça, une culpabilité de j'ai pas réussi à faire ce qu'il y avait dans la vidéo. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas réussi à le faire. J'ai acheté tout le matériel et j'ai voulu faire avec les enfants et ça a très mal tourné parce qu'ils ont tout cassé, ils ont tout ça, ils ont pas compris que c'était truc. Alors donc il faut pas trop se prendre la tête avec ces vidéos et ces tutos. Moi je déconseille de regarder toutes ces vidéos. C'est pas forcément bon. On a l'impression qu'il faut toujours faire des résultats exceptionnels et tout. Ça suffit, les idées que les enfants ont eux-mêmes, ça suffit. On n'a pas besoin de faire des choses une idée par-ci, une idée par-là, mais 10 idées, voire 10 vidéos, 10 machins, et avoir plein de trucs en tête à faire des trucs. Après, il y a ce sentiment d'incapacité de ne pas avoir été à la hauteur de faire tout ce qu'on a vu et tout ce qu'ils ont réussi à faire dans la vidéo. Donc, il faut faire attention avec ces choses-là aussi, de ne pas mettre la barre trop haut, de pas se mettre en tête de faire des trucs avec des résultats incroyables, ou de devoir prendre 1 milliard de photos de tout ce qu'on fait, partout où on va, dès que les enfants font un truc, une chanson, un truc, hop photo, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de prendre des photos. C'est même mieux de pas tout photographier, de pas tout diffuser. Voilà mon fils, voilà ma fille, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'on a fait, on était là. Pour les grands-parents, de temps en temps, une petite photo par-ci, une petite photo par-là, ça fait plaisir. On n'a pas besoin d'éparpiller aux 4 vents les photos de nos enfants en train de faire des choses pendant les grandes vacances. Ça n'a pas d'intérêt et ça ne leur rend pas service. Donc voilà, mes très chères dames, que Dieu nous aide à être dans la bonne mesure dans tout, de faire passer un bon moment à nos enfants pendant les grandes vacances, de ne pas culpabiliser si on n'a pas réussi à faire des choses grandioses, et de travailler plutôt sur le niveau de la patience, sur le niveau de la tolérance, de qu'est-ce que mon enfant a vraiment envie de faire avec ce qui est à portée de main. Et voilà, quand on peut les faire sortir au parc, c'est bien aussi. Que Dieu nous aide. À très bientôt.